Madame, Monsieur, vous êtes sur Gabon 24. Bienvenue dans ce plateau spécial qui fait le point sur le déroulement de l'élection présidentielle de ce 12 avril 2025. Je ne suis pas seul, je reçois Arcel Moreau. Il est, lui, analyste politique. Monsieur, bienvenue. Merci et bonsoir. Alors, justement, aujourd'hui, nous allons un peu revenir sur cette élection du 12 avril 2025 au Gabon. Le Gabon connaît aujourd'hui, désormais, deux élections présidentielles, notamment celle du 26 août 2023 et celle du 12 avril 2025, en espace de 2 ans. Alors, comment avez-vous vécu cette journée plus ou moins historique, selon certains observateurs ? Alors, d'abord, en tant que citoyen, ça a été un plaisir d'accomplir mon devoir de citoyen, d'aller voter. Et puis, doublement en tant qu'analyste, en tant que chercheur universitaire, j'ai fait le constat, comme beaucoup de nos concitoyens, que l'élection s'est passée dans une forme de calme, de sérénité, nonobstant le fait que l'administration a fermé les débits de boissons, parce que beaucoup étaient plus dans une ambiance de fête aujourd'hui dans les quartiers et les abords des bureaux de vote. Alors, quelle est justement votre opinion de façon générale sur le déroulement du vote et partant du processus électoral de cette présidentielle? Alors, si on parle du processus électoral, du cycle électoral, il est un peu plus vaste. Il s'agit de regarder toute la phase en amont de préparation du processus électoral, de la période de la réception des candidatures, les rebondissements constitutionnels, les rebondissements autour des contestations des gens qui ont été éliminés, ensuite la validation de la liste définitive, l'ouverture et le déroulement de toute la campagne électorale jusqu'à cette journée fatidique du 12 avril. Je note un processus électoral qui s'est passé selon les règles de façon tout à fait normale, c'est-à-dire dans un climat de calme, de sérénité, avec bien entendu, tout naturellement, des empoignades, des joutes verbales qui restent légitimes en cette période de compétition entre acteurs politiques. Et d'où le point important de la fermeture des bars que vous évoquiez. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais on a l'impression que ça n'a pas arrangé tout le monde. Non, ça n'a pas arrangé tout le monde. Certains citoyens sur les réseaux sociaux ont estimé que, bon, voilà, si on estime qu'il pourrait y avoir l'entrave au bon déroulement de la journée électorale, pourquoi avoir laissé d'autres magasins ouverts? Ce n'est pas votre cas. Vous, ça vous a arrangé? Non, absolument pas. Je crois que ce n'était pas tant parce que les gens décriaient, bien au contraire, ça traduisait un état d'esprit de satisfaction des citoyens d'aller voter en toute quiétude, sans craindre des incidents ou des violences pendant la journée électorale. Quelle est l'analyse justement comparative que vous pouvez faire sur le taux de participation qui s'élève désormais à 87,21%? C'était au moins les informations que nous avons reçues lorsqu'il était 18h30 heure de Libreville. Alors, je pense que sur cette tendance qui revient du ministère de l'Intérieur, il faut d'abord le rappeler parce que c'est l'administration qui a été désignée d'abord au dialogue national, ensuite dans le code électoral, comme en charge de l'organisation des élections politiques et du référendum dans notre pays. Ces tendances-là confirment une chose, c'est que les Gabonais ont massivement répondu à l'appel des différentes organisations et mouvements politiques. Ça montre également que les Gabonais ont pris conscience de la nécessité d'aller voter au sortir d'une transition qui a été riche, qui a été empreinte de beaucoup de réformes, et donc il fallait y aller. Donc ça traduit vraiment un état d'esprit de maturité, de responsabilité, une envie de participer à une certaine part de l'histoire du pays qui est en train de se dessiner sous nos yeux. Une avancée également en comparaison avec 2023. Oui, alors effectivement, c'est un volet qui a failli m'échapper. Sur le plan de l'organisation, on note beaucoup de différences. Le scrutin de 2023 a été organisé, d'abord, il faut le dire, sans l'acceptation des observateurs internationaux. Et vous savez qu'une élection, pour qu'elle soit considérée justement, comme crédible... nous allons y revenir sur les observateurs internationaux. Moi, je vais vous proposer de suivre cet extrait justement du conseiller en communication du ministre gabonais de l'Intérieur et de la Sécurité qui est revenu sur le taux que je venais tantôt de donner. Nous avons vu une élection qui s'est passée dans le calme, dans la sérénité et avec beaucoup d'engouement du point de vue des populations. Ça, tout le monde l'a vu.
Maintenant, nous attendons que le processus aille à son terme pour que nous tirions des conclusions finales. Est-ce qu'on peut revenir sur le taux de participation à cette élection présidentielle? Oui, à 18h30, il a été estimé à 87,21%, entendu que dans la journée, il a évolué. Il était de 31,53% à 12h, à 15h autour de 46,53%. Il s'est trouvé que nous avons été obligés de renforcer certains centres en matériel électoral parce qu'il y a eu vraiment un engouement. Et à 18h, tous les bureaux n'avaient pas encore fermé. Il y a des bureaux qui continuent encore à faire voter les électeurs parce qu'ils étaient encore présents autour et aux abords des bureaux. Et donc, ce taux, au finish, pourrait connaître une évolution. Un invité nous a rejoint sur ce plateau en la personne de Pascal Nkoulou. Il est lui également analyste politique. Monsieur Pascal Nkoulou, merci de nous avoir rejoints. Merci. Alors, justement, avant que vous n'arriviez, nous étions en train d'évoquer avec Arcel Moreau la question des 87,21% de taux de participation. Est-ce que cela vous surprend? Non, le taux de participation ne peut pas surprendre. Il faut, si on se réfère, bon, malheureusement, c'est le seul élément de référence immédiat en termes de temps, c'est l'élection référendaire. Mais il faut partir du principe que les deux élections sont totalement différentes. L'élection référendaire est une élection d'encadrement institutionnel. Le citoyen peut, en fonction de la maîtrise qu'il a du discours et du rapport avec les institutions, s'engager. Or, l'élection présidentielle, c'est le rendez-vous d'un homme avec son peuple. Il y a donc, à travers ce lien individuel et collectif, d'autres relais qui interagissent. Et au cours de cette élection, on a bien vu que l'ensemble des forces vives de la nation se sont mobilisés. Les groupes associatifs, les partis politiques et même le patronat. Ça voudrait dire qu'il y a une dynamique d'engagement citoyen qui fait en sorte que le taux de participation serait naturellement plus élevé que lors des élections, que lors de l'élection du référendum. Il va de soi que... Mais quand même avec très peu de partis politiques, beaucoup plus d'associations. Bon, vous savez, les associations sont certes beaucoup plus visibles, mais le travail de relais en termes de contrôle, de motivation, d'incitation à la mobilité de l'électeur, ça c'est le rôle des partis politiques. Parce que, vous savez, l'élection présidentielle renvoie à d'autres élections intermédiaires. Donc, le politique a tout intérêt à motiver ses militants, son électorat, pour que ces derniers soient dans une relation de proximité, à la limite d'intimité, parce que chaque élection nécessite que vous ayez cultivé un lien antérieur pour mieux espérer conserver le crédit de confiance qui vous échoue à chaque élection. Donc, l'engagement des politiques est beaucoup plus fort, beaucoup plus objectif. Je n'aime pas l'expression, mais c'est quelquefois la réalité. La mobilisation associative est un peu virtuelle parce que les responsables associatifs sont dans des regroupements épars. Le politique a un rapport direct avec l'urne, un rapport direct avec la circonscription électorale, ce qui fait que son engagement est beaucoup plus effectif en termes de résultats électoraux que ne le sont les groupements associatifs. Je ne néglige pas leur participation, mais je me dis que cette élection est beaucoup plus le fait des partis politiques sur le plan de la mobilisation par rapport au scrutin. Arcel Moreau, on a vu la présence justement des observateurs internationaux lors de ce scrutin. Un cachet pour la démocratie? Oui, tout à fait. D'abord, il faut souligner que dans la réforme du code électoral que nous avons cette année, un chapitre entier a été dédié à la question de l'observation électorale. Et l'observation électorale, c'est quoi? Bien, c'est le regard externe, le regard extérieur qui permet de certifier que le processus électoral s'est déroulé selon les normes, c'est-à-dire en toute liberté, en toute transparence, et que les résultats tels qu'ils sont annoncés reflètent la réalité des urnes. Donc une élection que l'on ferait en tout-même en catimini, en intramuros, n'a pas la même portée internationale que celle qui a été observée par d'autres arbitres, par d'autres observateurs en dehors des acteurs nationaux. Effectivement, c'est un cachet. Il faut souligner que cette observation internationale a été portée essentiellement à la fois par
les organisations telles que la CAC, qui a été un partenaire important du Gabon pendant cette période de transition, l'Union africaine, le Commonwealth, ainsi que l'OIF et d'autres organisations de la société civile gabonaise. Un retour anormal, on peut parler de retour anormal. Internet également n'a pas été coupé. Bon, Pascal Nkoulou. Oui, vous savez que... Est-ce qu'on peut parler d'un retour à la normale dans la vie des Gabonais? Ça faisait longtemps qu'on avait connu cette quiétude. Oui, enfin, je pense. Bon, allez-y. Je pense qu'il y a un climat de sérénité qui a entouré cette élection. Je dis tout à l'heure, j'ai relevé le principe même du cycle électoral. C'est-à-dire que le jour J n'est que la fin d'un processus qui a été long, à savoir les candidatures, la campagne électorale et le jour du scrutin lui-même, proprement dit. Donc tout ce processus-là s'est déroulé de façon, on va dire, plus ou moins normale et sereine. Bien entendu, il y a eu des joutes aux oratoires verbales entre candidats, ce qui est tout à fait normal dans un contexte de compétition entre acteurs politiques. Mais ce qu'il faut relever, c'est que l'organisation de ce scrutin, comparée à celle de 2023, a apporté beaucoup de changements. D'abord, il y a ce climat de sérénité. Ensuite, il y a toutes les mesures qui ont été mises autour, telles que la non-fermeture des frontières. Ça participe de ce climat de paix. Et également, toute la journée, il n'y a pas eu de coupure d'Internet. Donc, ce sont des éléments qui tranchent avec l'organisation de la présidentielle de 2023 et de cette année. Il y a également le retour des médias internationaux. Tout à fait. Des médias internationaux, et des médias internationaux accrédités effectivement avec ces observateurs que nous avons cités tout à l'heure. Pascal Nkoulou, il y a la question de la non-représentation. On l'a vu tout à l'heure avec le conseiller en communication du ministre gabonais de l'Intérieur. La question des représentations des candidats dans les bureaux de vote qui a été fustigée par certains dans l'opinion. Je voudrais rapidement revenir sur ce qu'il a dit par rapport à la différence qu'il y a au niveau de l'organisation des élections. Oui, très rapidement. Vous savez, cette élection est exceptionnelle. Il n'y a pas de candidat investi par un parti politique. Il n'y a pas de candidat investi par des groupes sociaux de premier plan. Donc, il y a des candidats indépendants. Et par effet d'entraînement, la plupart des formations politiques, la plupart des structures syndicales ont choisi de s'aligner derrière le candidat du Rassemblement des bâtisseurs. Donc, naturellement, on assiste à une forme de confiscation du candidat par l'électorat, ce qui réduit les éléments de tension auxquels on était souvent habitué, parce que, pour une fois, il n'y a pas de champ politique dans le cadre de la confrontation. Il y a une adhésion de tous les politiques, de toutes les forces vives, je peux m'exprimer comme ça, de la nation autour d'un homme. Donc, ça réduit considérablement les possibilités de tension. Les risques de tension. Et ensuite, il y a l'engagement des citoyens qui veut rapidement boucler le chapitre ouvert en 2023 qui n'a pas été fermé. Donc, tous ces éléments font en sorte que le chapitre de la transition se déroule dans d'excellentes conditions, avec une volonté citoyenne d'aller jusqu'au bout de la transition. Maintenant, par rapport à la question en rapport avec... Mais vous disiez quand même que ces associations sont impulsées par des partis politiques. Vous le notifiez il y a quelques minutes. Oui, mais c'est pour ça que je dis, l'adhésion des politiques fait en sorte qu'il y a une organisation. On a l'impression qu'il y a un candidat unique. C'est une élection presque un candidat unique au regard de la mobilisation autour d'un candidat de toutes les forces vives. Donc, il n'y a pas d'antagonisme de fond. Est-ce à dire que les partis politiques sont dormantes et qu'au bout de cette transition, elles vont se réveiller justement au travers de ces associations qui sont nées quand même comme des champignons? Non, les partis ne sont pas dormants. C'est la nature du contexte. Oui. Nous sommes dans un contexte de transition. Contexte de transition, les partis politiques ont une marge de manœuvre réduite parce que l'essentiel de l'actif politique est arrêté d'autorité. Je me permets cette expression pour dire que ce sont les autorités militaires qui orientent en fonction des textes conçus par eux. Vous savez que même lorsque la Constitution a été adoptée, elle ne sera applicable qu'au terme des élections présidentielles. Donc, la marge de manœuvre des politiques était très réduite. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne participaient pas par l'organisation des activités internes en leur sein. Alors, revenons sur la question de la représentation des candidats dans les bureaux de vote qui a été fustigée par certains. Oui, d'abord, ce qu'il faut relever, c'est qu'au terme du code électoral, ce n'est pas l'administration électorale de désigner les représentants des candidats. C'est une responsabilité qui échoue à chaque parti politique ou à chaque candidat qui est partant à l'élection présidentielle. Il y a des délais
légaux et selon les autorités ministérielles, ce délai a même été épuisé. Donc je ne pense pas qu'à moins si l'on veut faire de la politique politicienne, il ne s'est pas agi d'une volonté de mettre à l'écart les représentants des partis politiques parce qu'ils ont une responsabilité importante dans le processus électoral. Ils assistent à toutes les phases du scrutin, au dépouillement, au décompte des voix et reçoivent un exemplaire du procès verbal qui sanctionne les opérations électorales. C'est une responsabilité importante qui participe à la crédibilisation du processus électoral. Donc, je ne pense pas que cela soit... En revanche, est-ce que les partis politiques ou les acteurs politiques engagés se sont suffisamment organisés pour avoir un représentant dans plus de 3000 bureaux de vote? Là, c'est une problématique. Voilà. Mais sur la question du droit, il faut dire que la responsabilité n'est pas d'ordre administratif. Plusieurs, justement, n'ont pas pu retirer, plusieurs candidats, plusieurs, du moins, électeurs n'ont pas pu retirer leur carte d'électeur avant le scrutin. Mais ces cartes étaient disponibles dans les bureaux de vote. Pascal Nkoulou, un fait fustigé par Alain-Claude Billy-Bindié. Comment peut-on analyser cela? Je crois que, vous savez, il faut... situer la prise de parole d'Alain-Claude Billy-Bindié comme étant la volonté d'un candidat de toujours tenir une position de visibilité et de présence. Parce que dans le fond, lorsque l'on observe bien les mesures prises par le ministère de l'Intérieur, les cartes d'électeurs sont disponibles dans les bureaux de vote parce qu'on est dans l'esprit de ce que tous les citoyens n'ont pas effectué le déplacement en temps, et certains, ça a été mon cas. J'ai attendu, cela avait été notifié par le ministère. Connaissant mon bureau de vote, je me suis dit, bon, écoute, j'irai une bonne fois, je récupère ma carte et il y a un contrôle rigoureux. Vous ne pouvez pas accéder à la carte de quelqu'un d'autre, présenter la carte nationale d'identité qui est la vôtre, et on vous remet et on vérifie sur la liste électorale. Donc, et ensuite, il y a l'identification biométrique par la photo. Donc, tous ces éléments éliminent de fait ce type d'approche. Ce qu'il faut par rapport à la représentation des candidats dans les bureaux de vote, moi je crois, et je suis au nombre de ceux qui pensent qu'il faudrait que lorsqu'on concourt à l'élection présidentielle, au regard du nombre important des bureaux de vote, pour que votre candidature soit validée, ayez la possibilité de présenter au moins la moitié de vos représentants. Ça, c'est une réforme envisageable. Voilà, parce à l'intérieur de chaque bureau de vote. Inutiles. Vous n'avez pas la capacité à être représenté par vos efforts. Ne tenez pas le ministère de l'Intérieur responsable, alors que ce n'est pas de son ressort de vous assurer les représentants dans les bureaux de vote. Je voudrais très rapidement rajouter par rapport à cette question que vous avez posé en rapport avec... Voilà, sur le fait que sur les bureaux de vote, ait fustigé certaines cartes d'électeurs dans les bureaux de vote. Je pense que soit c'est une posture politique de visibilité, comme il a énoncé, soit c'est une méprise du code électoral. La loi électorale précise très bien que les cartes d'électeurs, on les retire 24 heures avant le scrutin ou plus tard. Et le lendemain, dans les bureaux de vote, les cartes d'électeurs sont présents dans chaque bureau de vote. Et cela n'est pas nouveau. Un, cela n'est pas nouveau, c'est une innovation. Et deux, c'est une disposition qui est prise par le code électoral depuis le mois de janvier. Donc, ce n'est pas du tout une nouveauté, ni une volonté de tripatouiller les cartes d'électeurs. Et je pense que voilà qui est clair. À la réforme innovante que propose le Pascal Nkoulou, voilà qui est clair. Parce que dans d'autres pays, on exige le parrainage, par exemple. Ça peut être une innovation dans notre système électoral. Messieurs, une dernière question. Je vais vous donner à chacun 30 secondes, justement, pour y répondre. Quelles sont, d'après vous, les aspirations des Gabonais au soir, justement, du 12 avril 2025? Bon, je crois d'abord que la première attente qui est légitime, c'est le retour à une citoyenneté active. Vous savez, lorsque vous êtes dans une république, le rempart de tout ce qu'il y a comme besoins vitaux est fourni par la République. Vous êtes sous la protection d'un État qui veille sur ses citoyens. Je crois que c'est le bénéfice auquel concourent aujourd'hui tous les électeurs gabonais. Avoir un État qui les protège, qui les sécurise, qui, comme dit, qui les nourrit, les loge et leur donne à se projeter vers de meilleurs horizons. Je crois que c'est autour de toutes les politiques publiques qui vont être développées que va se créer ce lien entre le futur président et les citoyens gabonais. Arsène Moreau. Alors, je ne crois pas qu'on va réinventer la roue. On a entendu les Gabonais s'exprimer pendant cette campagne électorale, dans les quartiers, dans les réseaux sociaux. Je pense que les Gabonais veulent d'un pays qui respecte leurs droits. Ils veulent d'un pays qui assure effectivement son rôle d'État protecteur. La protection de l'État contre le chômage. Au travers d'un grand leader.
la protection de l'État contre le chômage, la protection de l'État contre la pauvreté, la protection de l'État contre l'insécurité, la protection de l'État contre les mauvaises conditions de vie en général. Donc, je pense que c'est le signal que les Gabonais ont voulu donner en allant massivement à cette élection présidentielle. Ils ont cru en une transition et ils l'ont manifesté en allant massivement voter, ce qui voudrait dire que l'espoir, l'attente, les aspirations sont réelles et que c'est une responsabilité pour celui qui sera déclaré élu au terme de la compilation des résultats, de le prendre non pas comme un blanc-seing à faire comme il veut, mais de savoir que c'est une responsabilité qui, au bout de 7 ans, peut lui être demandée par les Gabonais. Qu'a-t-il fait de ces 7 ans qui lui ont été accordés? Et c'est sur ces propos que se referme ce plateau spécial consacré au déroulement de l'élection présidentielle de ce 12 avril 2025. Et je recevais sur ce plateau Pascal Nkoulou et Arcel Moreau. Ils sont tous deux analystes politiques. Messieurs, merci d'être passés sur Gabon 24. Merci. Madame, Messieurs, nous nous séparons ce soir. J'aurai le plaisir de vous retrouver lors d'une prochaine émission ou lors d'un prochain plateau spécial. Bonne suite des programmes sur Gabon 24.